les pharaons, avant les pyramides, il existe un principe sans lequel l'Égypte antique ne peut tenir. Un ordre invisible, un équilibre sacré, une vérité qui maintient le monde debout. En Égypte antique, cet équilibre porte un nom. La Maat. Vers l'an 6000 avant notre ère, bien avant l'existence de l'Égypte antique, le Sahara n'a encore rien du désert brûlant que l'on imagine aujourd'hui. C'est un monde vivant, changeant, presque paisible. Là où des millénaires plus tard le sable dominera, on trouve encore des étendues d'eau, des zones humides et des paysages ponctués de végétation. La pluie tombe davantage, le climat est plus doux et cette Afrique du Nord encore verte offre à l'être humain un territoire généreux. Dans ce décor, l'homme circule depuis longtemps. Il chasse, il pêche, il suit les saisons et il apprend à lire ce que la nature lui raconte. Les groupes humains restent relativement petits, mais ils ne sont pas désorganisés pour autant. Au contraire, une structure sociétale est déjà présente. On taille les outils avec précision. On fabrique de la poterie, non pas seulement pour faire beau, mais parce qu'elle change tout. Elle permet de conserver ou de transporter. Peu à peu, une partie de ces communautés ne se contente plus de suivre le gibier. Elles restent davantage au même endroit. Elles apprivoisent certains animaux. L'élevage, notamment de bœufs et de chèvres, devient une ressource fiable, une promesse de stabilité. Et comme on peut compter sur une nourriture plus régulière, le lien territorial sont ce que l'on pas simplement un but long, elle laisse des traces. Les archéologues ont trouvé des témoignages de cette vie saharienne ancienne, notamment à travers des gravures et des peintures rupestres. On y voit des bouts et des statues humaines, comme si la population avait déjà l'habitude de raconter leur vie. Peu à peu, le climat, à cause de légères variations naturelles de l'orbite terrestre, l'été devient progressivement moins fort en Afrique, affaiblissant. Et quand on peut compter sur une nourriture plus régulière, le lien territorial se renforce. Ce que l'on oublie souvent, c'est que cette période n'est pas un simple préambule flou. Elle laisse des traces. Les archéologues ont retrouvé des témoignages étonnants de cette vie saharienne ancienne, notamment à travers des gravures et des peintures rupestres. On y voit des animaux et des scènes humaines, comme si ces populations avaient déjà le besoin de raconter leur monde. Ce n'est pas encore l'Égypte, mais ce paysage est déjà très riche d'histoire et de culture. Mais ces populations du Sahara néolithique sont loin d'imaginer qu'un événement aussi discret que lent est sur le point de bouleverser leur mode de vie à jamais.
cause de légères variations naturelles de l'orbite terrestre. L'été devient progressivement moins fort en Afrique du Nord, affaiblissant les moussons africaines. Les pluies se font de plus en plus rares. Le Sahara s'assèche inexorablement. L'eau disparaît et avec elle la quasi-totalité de la faune et de la flore. Les hommes n'ont alors pas d'autre choix que de se rapprocher des zones humides. Génération après génération, en presque 2000 ans, les populations du néolithique se déplacent lentement vers le Nil et plus elles s'en rapprochent, plus elles comprennent que ce fleuve devient une condition de survie. Car chaque année, le Nil déborde puis se retire, en laissant derrière lui une boue noire fertile qui renouvelle les terres. Vers -4000, une première période commence. Naqada I. Des villages s'installent de manière plus durable sur ces rives et la vie commence à se structurer autour de ce rythme régulier. Grâce au Nil, l'agriculture produit davantage et plus régulièrement. Les réserves de céréales augmentent. Une partie du blé et de l'orge est conservée pour sécuriser l'alimentation. Mais vivre au bord du Nil ne suffit pas. Il faut aussi apprendre à contrôler son eau. Peu à peu, des aménagements collectifs apparaissent, comme des digues, des bassins et des canaux, pour mieux gérer les crues et répartir l'irrigation. Mais ces travaux demandent plus que de la force. Ils imposent une organisation commune. Les villages doivent coopérer, se coordonner, décider ensemble. Et de ce fait, des dirigeants locaux émergent. Une hiérarchie sociale se met en place. Car tout le monde ne dirige pas et tout le monde ne travaille pas de la même façon. À partir de là, l'eau devient une question de pouvoir. Ce n'est plus seulement un enjeu agricole, c'est déjà un enjeu politique. Dans ce contexte, certains villages prennent peu à peu l'avantage sur les autres. Parfois, juste parce qu'ils sont mieux placés ou mieux organisés. Et parfois, l'autorité d'un chef dépasse son propre village. Il commence à diriger plusieurs communautés autour, à organiser les travaux et même à imposer des règles communes. Des petits royaumes émergent alors. Entre la période Naqada II, entre la période Naqada II, de la commence à se construire naturellement. Les royaumes locaux deviennent de plus en plus visibles. Dans le sud, des quêtes s'imposent comme un ordre puissant. Les élites qui le composent à dominer des régions. Plus maintenant, d'autres pôles se développent. Chacun s'étend d'influence. Ces petits ronds de municipales, ils s'échouent et les assurent. Vers Montrempille, ils finissent par se confondre. Dès certains chefs, là, leur domination à une plus grande échelle. Entre -3500 et -3200, la période que l'on nomme Naqada II commence. La basse et la haute Égypte commencent à se construire naturellement. Les royaumes locaux deviennent de plus en plus visibles. Dans le sud, Néquen s'impose comme un centre puissant. Les élites qui le composent cherchent à dominer les régions voisines. Plus au nord, d'autres pôles se développent. Chacun tente d'étendre son influence. Ces petits royaumes ne vivent pas isolés. Ils échangent
À ce stade, le pouvoir n'est plus seulement local, l'autorité commence à se concentrer. Les rivalités entre territoires se durcissent et certains chefs cherchent clairement à imposer leur domination à plus grande échelle. Le Nil devient alors un enjeu central parce qu'il relie tout le pays. Contrôler le fleuve, c'est contrôler la circulation. Et contrôler la circulation, c'est contrôler la richesse. Dans cette montée en puissance, certains centres de Haute-Égypte prennent l'avantage. Ils sont mieux placés pour imposer leur influence. Ils sont aussi mieux organisés pour la guerre. Peu à peu, on voit apparaître les premiers signes d'un véritable État dont le Nil est le cœur, car il relie tout. Mais il traverse aussi deux régions très différentes, qui ne fonctionnent pas de la même manière. Au sud, en Haute-Égypte, la vallée est étroite et le pouvoir se concentre plus facilement autour de quelques centres forts. Au nord, en Basse-Égypte, le fleuve s'ouvre en delta. Le territoire est plus vaste, plus éclaté, et l'autorité a ainsi tendance à être plus dispersée. Pendant cette période, le rôle de chef change profondément de nature. Le pouvoir commence à devenir sacré. On ne suit plus un chef par crainte ou par intérêt. On le suit car on croit qu'il est lié à quelque chose de beaucoup plus puissant. Autour de -3100, un souverain venu de Haute-Égypte parvient à prendre le dessus et à rassembler les deux régions sous une seule direction. C'est la naissance de la royauté égyptienne et avec elle l'apparition des premiers pharaons. En 1897, une palette est trouvée sur le grand site religieux de Hierakonpolis. On l'appelle la palette de Narmer. Sur cette palette, Narmer apparaît comme un souverain qui impose son autorité par la force, mais aussi par la légitimité. Il est présenté dans une posture codifiée. Il domine l'ennemi, il le soumet et il prouve qu'il est capable d'écraser toute résistance. C'est une mise en scène politique forte qui légitimise l'unification par la force. Cette unification ne change pas seulement la carne, elle transforme la manière de gouverner. Après la Narmer il incarne le pouvoir divin qui justifie son autorité, un pouvoir entretenu par des rites réguliers. Dans les sanctuaires, on honore la divinité avec des gestes de prière. On aborde des offrandes. Le dieu reçoit de la nourriture, des parfums ou de l'or, des produits précieux issus de la vie du royaume. L'unification arrive, le pouvoir de un pharaon succède à un autre et c'est la naissance du système dynastique. Gouverneur Cette unification ne change pas seulement la carte, elle transforme la manière de gouverner. Désormais, il faut administrer un pays entier, contrôler les récoltes, sécuriser les routes du Nil et imposer une autorité au sud comme au nord. Mais l'autorité de Narmer, l'unificateur des deux Égyptes et premier pharaon, est consolidée par le symbole sacré qu'il représente. Placé sous la protection d'Horus, grand dieu faucon du ciel et protecteur des pharaons, Narmer n'est pas seulement un homme qui commande, il incarne un pouvoir divin qui justifie son autorité. Un pouvoir entretenu par des rites réguliers. Dans les sanctuaires
c'est la naissance d'un système dynastique. Gouverner un pays entier oblige à mettre en place une vraie administration. L'État commence à fonctionner grâce à une gestion régulière des ressources. Les céréales deviennent la base des impôts. Ces impôts deviennent très vite essentiels à la survie du royaume égyptien. Ils servent de réserve en cas de mauvaise récolte. Ils permettent une redistribution de nourriture là où l'État en a besoin, car il faut nourrir ceux qui travaillent pour le pharaon, comme les ouvriers, les soldats, les gardes ou les fonctionnaires. En 1988, l'équipe de l'Institut archéologique allemand dirigé par Günther Dreyer fait une découverte étonnante à el-Kahab, la grande nécropole d'Abydos. Ils mettent au jour des tombeaux très anciens, enfouis sous le sable, appartenant au premier chef et au premier roi de Haute-Égypte. Des chambres funéraires en briques et des traces de rituels sont découvertes. La tombe la plus fascinante est celle de Oudjé. Il s'y trouve une quantité impressionnante d'objets, des jarres, des huiles et même du vin. Mais surtout, il s'y découvre de petites étiquettes en ivoire ou en os, percées comme pour être attachées. Sur ces étiquettes, des signes sont gravés. Il ne s'agit pas encore de l'écriture parfaite des pharaons, mais déjà une manière de marquer les possessions. Car pour que toute cette administration égyptienne unifiée fonctionne, il faut compter, enregistrer et vérifier. C'est là que les premiers scribes apparaissent. Ils sont chargés de noter les récoltes, les impôts et les stocks. Toute cette organisation est à l'origine d'une nouvelle technique essentielle, l'écriture, qui prend la forme des premiers hiéroglyphes. Maintenant que l'Égypte est unifiée, une nouvelle ère commence. Car l'unification n'est pas une fin, c'est un point de départ. Très vite, la royauté se fixe dans des symboles précis. Le nom du souverain apparaît dans une forme codifiée, enfermée dans un cadre qui évoque une façade de palais. On appelle cela un sérek. Et au-dessus, presque toujours, plane le faucon d'Horus, comme si le roi ne parlait plus en son propre nom, mais au nom d'une fonction, au nom d'un ordre qui le dépasse. Dans les années qui suivent, d'autres rois prennent la suite. Parmi les premiers noms qui nous sont parvenus, on trouve Oraha, Djer, puis Djé, et enfin Den. Des souverains encore entourés de mystères, mais dont les traces se multiplient. Petit à petit, un centre politique se dessine, la grande Memphis. Une ville tournée vers le Nil, à l'endroit où la vallée commence à s'élargir vers le delta. Memphis devient alors un centre stable, un point d'équilibre entre le nord et le sud, où l'unité du royaume peut se maintenir dans le temps. Et c'est depuis cette Égypte que va naître l'un des chapitres les plus impressionnants de toute son histoire, celui de l'ère des pyramides au cœur de l'ancien empire. Il s'affiche maintenant sur ton écran. Si tu veux poursuivre ce voyage et rester dans la même ambiance, alors clique dessus et laisse-toi simplement